7h-9h, Guillaume Erner. L'OMS a déclaré hier qu'on peut désormais parler de pandémie à propos du nouveau coronavirus. Le nombre de cas hors de Chine a été multiplié par 13 au cours des 2 dernières semaines. Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, le Conseil européen a annoncé mardi la création d'un fonds de 25 milliards d'euros. Assiste-t-on à une crise économique, à une réaction purement conjoncturelle ? 2 économistes sont dans ce studio pour nous donner leur point de vue et leur regard sur ce qui est en train de se dérouler. Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Vous êtes président du Cercle des économistes. En face de vous, Aurélie Trouvé. Vous êtes porte-parole d'Attaque. Aurélie Trouvé, quel est votre regard sur ce qui est en train de se produire ? Bien, déjà, c'est la nécessité immédiatement de protéger la vie de chacun, y compris des plus fragiles, et donc d'activer les mesures nécessaires, quelles que soient les répercussions économiques, parce que la vie valent plus que les profits. Ça veut dire aussi, ça a été dit tout à l'heure, une solidarité internationale qui aujourd'hui s'est pointée du doigt, notamment par l'OMS, n'est pas suffisante, mais aussi avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit un niveau d'inaction alarmant. Voilà, des mesures immédiates à actionner, mais je dirais aussi que c'est quelque part cette épidémie-là, elle est révélatrice de grandes fragilités d'un système capitaliste mondialisé, financiarisé, et dont on voit aujourd'hui les grandes limites. Et il faut espérer aussi qu'on en tire des enseignements à plus long terme. Jean-Hervé Lorenzi, votre point de vue ? Je pense que c'est effectivement beaucoup plus difficile que ce qu'on imaginait. Je préfère employer des termes précis. Tout le monde a raisonné sur l'idée que cette pandémie serait résolue en 2 trimestres. Donc tous les calculs, toutes les estimations ont été faites par rapport à ça. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, le FMI imaginait une légère décroissance de l'économie mondiale de 0,1%. Plaisanterie. Donc on a 3 sujets compliqués. Évidemment, l'arrêt de l'activité dans un certain nombre de secteurs. Deuxième sujet, peut-être encore plus important, ça a été cité il y a quelques minutes, l'affaire du pétrole est très très significative, très importante. C'est une bonne nouvelle que le pétrole baisse. Attendez, c'est d'abord le fait qu'on a assisté pendant 1 an à des tensions commerciales ou pseudo-tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, ce qui apparaissait comme tout à fait, grave. Là, on est rentré au fond, dans une véritable logique de bagarre commerciale. Qui eût pu imaginer que l'Arabie Saoudite, dans cette période, attaque les États-Unis quant à la... Il faut expliquer pourquoi, Jean-Hervé Lorenzi. Tout simplement parce que pendant le week-end dernier, il y a eu... Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu une sorte de conflit ou arrangement, personne n'en sait rien, entre d'un côté les pays de l'OPEP menés par l'Arabie Saoudite et qui est quand même le 2e pays producteur du monde, et la Russie, l'idée étant de réduire la production de manière à maintenir des prix à un niveau suffisant. En fait, la Russie a refusé cela, et du coup, l'Arabie Saoudite, emmené par Mohamed Ben Salman, qui lui-même avait fait l'objet 8 jours avant, d'une sorte de complot familial. Enfin, tout ça est quand même très compliqué à essayer d'interpréter. Décide à ce moment-là d'ouvrir les robinets. À ce moment-là, le prix du pétrole s'effondre, ce qui, comme vous l'avez dit, à terme, dans quelques semaines, est bon pour vous, pour moi, puisque ça coûtera moins cher à la pompe, mais est surtout significatif du fait qu'on est rentré dans, l'explosion du système mondial de relations interétatiques. Et je termine juste là-dessus. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est que par rapport à 2008, il y avait une volonté, en réalité, de multilatéralisme qui fonctionne à peu près. La réaction était collective. Là, comme l'a dit Aurélie, c'est un désordre absolu, chacun pour soi, dans tous les domaines, y compris, ce qui est vraiment dramatique, le domaine sanitaire. Oui, il faut ajouter que cette augmentation de la production de pétrole, elle dessert les producteurs américains de gaz de schiste, et il y avait probablement aussi la volonté de tordre le bras aux États-Unis qui dépendent des cours. Les gaz de schiste ne sont rentables que si les cours sont élevés. J'ai sous les yeux le Financial Times, qui n'est pas exactement l'organe d'Attaque, si mes souvenirs sont bons. Mais ce journal dit que le coronavirus n'est pas une crise de la globalisation, c'est une crise globale, mais pas une crise de la globalisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Aurélie Trouvé, vous qui êtes porte-parole d'Attaque ? Alors, je pense que cette épidémie, malheureusement, révèle des grandes fragilités. D'abord, la première, je dirais,
une des premières fragilités de ce système, c'est d'avoir étouffé les services publics. Je vais m'expliquer. Je vais parler d'abord du service public de la recherche. Il y a aujourd'hui des directeurs de recherche qui tirent la sonnette d'alarme, qui ont tiré la sonnette d'alarme, notamment après l'épidémie du SRAS au début des années 2000, disant il faut absolument une recherche fondamentale sur les virus. Et à l'époque, les gouvernements ont dit oui, tout à fait. Et puis quelques années après, c'est passé à la trappe. Or, aujourd'hui, ces mêmes directeurs de recherche disent on nous demande de réagir dans l'urgence, mais en fait, on nous a coupé les moyens de personnel, notamment, pour pouvoir mener une politique mener une recherche publique fondamentale de qualité sur le long terme pour pouvoir ensuite bien anticiper et non pas gérer dans l'urgence ce type de crise. Et donc on voit ici les méfaits d'une politique de restriction des moyens sur un grand service public qui est celui de la recherche fondamentale, ce qui explique entre autres aujourd'hui les mobilisations dans les universités et la recherche publique que l'on voit depuis plusieurs semaines. Voilà. Et puis deuxième, je dirais... La recherche avance quand même. Hier, on a eu... Oui, tout à fait, mais ce que disent les responsables de la recherche publique, beaucoup aujourd'hui prennent la parole pour dire ça aurait pu être beaucoup mieux anticipé avec cette recherche publique fondamentale de qualité qui a eu trop peu de moyens. Deuxièmement, le service hospitalier. Ça fait des années et des années que les responsables hospitaliers tirent la sonnette d'alarme en disant nous n'avons pas assez de moyens pour garantir la santé de chacune et chacun dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, on le voit, malheureusement, on risque d'en payer le prix fort avec une telle crise. D'ailleurs, ils l'avaient dit, ils l'ont souvent dit, c'est-à-dire s'il nous arrive une crise de ce type, nous n'aurons pas suffisamment les moyens pour gérer. Alors évidemment, c'est toujours très compliqué dans une période comme celle-ci, mais on a eu quand même des années de restrictions fortes des moyens et avec aujourd'hui un système hospitalier qui est dans une situation alarmante du fait de ce manque de moyens. Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'on a affaire à une crise globale ou une crise de la globalisation ? Aujourd'hui, le virus, à l'origine en Chine, il pose beaucoup de difficultés à des hôteliers du Morbihan. Est-ce que c'est ça, une crise de la globalisation, ou bien s'agit-il d'une crise conjoncturelle qui va s'estomper dès lors que le virus disparaîtra, en espérant qu'il disparaisse? Je peux présenter, comme mon ami Aurélie ne veut pas parler comme attaque ne veut pas parler de globalisation, je vais en parler en disant que le FT est un très bon journal, mais là, franchement, la remarque n'est pas très bonne. C'est pas aujourd'hui. Je veux dire, l'explosion du multilatéralisme qui, en fait, porte en lui-même les germes d'une remise en cause de la forme et des excès de la globalisation telle qu'elle a eu lieu, c'est parti en réalité avec le symptôme Trump. Trump n'est que le symptôme d'une remise en cause assez profonde d'un dispositif très excessif qui a consisté, on le dit, pour les médicaments par exemple, à être en réalité produit à 80%, notre aspirine en Chine. Tout ça n'a pas grand sens. Et donc, ce sera doublement remis en cause, et c'est déjà, enfin, ça va l'être plus exactement, ça prendra des années, mais sur l'organisation commerciale du monde, ça, le président Trump l'avait lancé, mais une fois de plus, Trump, c'est un symptôme, c'est beaucoup plus profond. Si Trump n'est pas élu, le démocrate Joe Biden dira pas des choses si différentes que ça, il le dira de manière moins vulgaire, mais il dira des choses à peu près équivalentes. Et deuxième aspect, l'idée même de cette répartition, ce transfert d'activité vers la Chine et vers d'autres pays émergents, ce transfert a été très excessif. Et évidemment, ceci sera remis en cause, ce qui est, de mon point de vue, une chance pour l'Europe. Alors, évidemment, le Financial Times n'est pas du tout d'accord, il y trouvait là-dessus. Il dit, par exemple, cette crise du coronavirus, elle incite à ramener les emplois à la maison. On a dit, voilà, on devrait cesser de produire tous nos médicaments en Chine, tous nos vêtements en Chine, etc. etc. Mais le Financial Times dit, chez nous, ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est complètement mondialisé. Et si on le fait, eh bien, on payera nos médicaments beaucoup plus chers, nos vêtements beaucoup plus chers, et les consommateurs seront mécontents. Il y aura de plus en plus de problèmes de niveau de vie dans les pays occidentaux. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors d'abord, c'est la mise en avant, comme d'habitude, par les néolibéraux, la fameuse théorie des avantages comparatifs, c'est-à-dire qu'il vaut mieux mondialiser les circuits et produire là
où comparativement la productivité est meilleure. Bon, j'y reviendrai. D'abord, je voudrais juste réagir sur l'histoire de... Parce que vous dites, je ne parle pas de mondialisation. Vous ne voulez pas répondre à ma question, tout de suite, je vais y répondre. Parce que d'abord, les services publics, pour moi, c'est une vraie question de mondialisation, de globalisation. Parce que cette globalisation, elle est néolibérale et elle s'est accompagnée d'une restriction pour les États, pour la puissance publique, de ce qui est mis dans l'intérêt général et notamment les services publics. Donc ça, pour moi, c'est une vraie dimension de la mondialisation néolibérale. Bon, j'arrive maintenant à la globalisation. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à payer nos médicaments plus cher? Alors d'abord, il n'est pas certain qu'on les paye plus cher, mais surtout, ça serait de la création d'emplois de qualité. C'est ça qu'il faut voir. Hein. C'est-à-dire que ça peut restaurer en même temps le pouvoir d'achat par des créations d'emplois dans des secteurs relocalisés. Et aujourd'hui, on voit effectivement sur la question des médicaments, je veux dire, c'est une question de santé fondamentale, de pouvoir être autonome en matière sanitaire. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est reconnu là en urgence par les gouvernements qui disent mais effectivement, on risque d'avoir des soucis d'approvisionnement pour un certain nombre de médicaments et de matériels médicaux. Il faut espérer que ce ne soit pas le cas, mais il y a des risques aujourd'hui et il y a un vrai besoin effectivement de relocalisation, par exemple, de la production de médicaments. Vous l'avez très bien dit, puisque une grande partie se fait en Chine. Et c'est valable, je dirais, à plus long terme aussi sur la question de l'industrie notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit avec cette crise à quel point les circuits ont été mondialisés, à quel point on est dépendant d'un certain nombre d'exports et d'imports, notre économie, dépendante à tel point qu'un choc, qui ici est un choc sanitaire, mais qui pourrait être aussi un choc géopolitique, à quel point ce type de choc aujourd'hui peut déstabiliser entièrement ou fortement notre système économique. Et il y a besoin aujourd'hui effectivement d'une relocalisation des activités, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie ou les services. Et là, effectivement, ça va demander une régulation publique forte dont on pourra parler dans ce débat. Vous voulez que l'État soit à la manœuvre pour la relocalisation? Alors, les États ou les coordinations, je dirais les États entre eux aussi, les régulations internationales. D'un côté, effectivement, on pourrait avoir une politique ambitieuse par exemple, de planification de l'industrie. On a connu un commissariat au plan après-guerre qui a su remplir des objectifs ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, les objectifs doivent inclure notamment la transition écologique, qui est même une urgence écologique, mais on pourrait avoir justement un programme de relocalisation à travers une planification menée par les États et les collectivités locales. Jean-Hervé Lorenzi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que la vérité est toujours intermédiaire, donc je suis comme ça, je ne vais pas changer. Je crois évidemment qu'il faut revenir vers un dispositif, j'allais dire, plus équilibré, la globalisation telle qu'elle a été pensée, et elle part sur un calcul qui est faux. Il faut bien savoir ça. Et le calcul est faux parce que dans un pays comme le nôtre, qui est un pays avec une protection sociale, chère Aurélie, qui demeure quand même très favorable. C'est comme ça. On dépense 32% de prestations ou de transferts pour la protection sociale. Ce que vous ne payez pas lorsque vos médicaments coûtent 10 centimes de moins, vous le payez en cotisation sociale. Donc, tout simplement parce que les chômeurs qui sont le produit du fait qu'on a délocalisé, ils sont dans notre pays traités peut-être insuffisamment pour Aurélie, mais enfin, ils sont quand même relativement bien traités. Et évidemment, c'est le même consommateur qui se trouve avoir à payer. Donc, j'ai toujours pensé que cette vision simpliste qui consistait à vouloir, dans les années 2000, c'est-à-dire au moment de l'arrivée de la Chine dans l'OMC sans contrepartie, qui restera quand même une décision absolument hallucinante. Cette décision a entraîné de fait une espèce de délire sur la baisse du fait que vous et moi, on pouvait acheter un téléviseur haute définition 2 fois moins cher. C'est vrai que c'était le cas, mais en réalité, on le repayait ailleurs. Donc tout ça doit être regardé de manière globale. Et évidemment, il y aura relocalisation partielle en Europe, en tout cas sûrement en Europe. Et ce qui est curieux, c'est que ce discours, je répète, est quand même a été porté par Trump. Donc on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Aurélie Trouvé, vous qui êtes porte-parole d'Attaque, je m'étonne que vous n'ayez pas dit la mondialisation est malade, tant mieux. On va en profiter pour avoir moins de croissance et passer à un autre mode de vie, mode de production. Mais vous m'enlevez les mots de la bouche. Alors allez-y, je vous écoute. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de relance économique. On va en parler encore plus dans les semaines et les mois à venir, parce qu'effectivement, on a un très très fort risque aujourd'hui de crise financière et économique. Et donc, c'est quel type de relance? D'ailleurs, moi, je préfère parler de création d'emplois plutôt que de relance, mais peu importe.
Oui. En tout cas, c'est quel type de transition économique nous faisons pour repartir dans un certain nombre de créations d'emplois. Et c'est vrai que Attaque, comme beaucoup d'autres, aujourd'hui, nous défendons un Green New Deal qui soit par ailleurs social et qui passe effectivement par la création massive d'emplois, d'investissements dans des secteurs de la transition écologique. Et je pense notamment aux énergies renouvelables, à la rénovation thermique des logements ou encore au transport en commun. On a calculé avec beaucoup d'autres organisations économiques qu'on pourrait créer des centaines de milliers d'emplois dans ce secteur. Ça veut dire des investissements ciblés avec un secteur bancaire sur lequel il y a sans doute un meilleur contrôle social qui permette d'orienter aussi ces financements, une politique monétaire mise au service de cela, évidemment. Et puis, j'ai envie de dire aussi une politique de désinvestissement, notamment de désinvestissement des industries d'extraction des énergies fossiles, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on doit garder à peu près 80% des énergies fossiles dans le sol si on veut respecter l'objectif de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Hervé Lorenzi? Moi, je suis toujours fasciné par ce que dit Aurélie. Les énergies fossiles en France, on va quand même se calmer. On n'a pas de pétrole ni de charbon. Par contre, on en importe beaucoup. Oui, on importe. Si je peux me permettre. Oui et non, parce que je vous rappelle que 80% de l'énergie électrique est produite donc ce qu'on importe, c'est essentiellement de l'uranium. Donc, et là-dessus, je suis pas sûr qu'on soit complètement d'accord. Moi, je pense que on va, dans tous les cas de figure, mais c'est un phénomène d'accélérateur, aller vers un monde qui malheureusement sera beaucoup plus, j'allais dire, unilatéral, beaucoup plus dans des conflits entre nations, entre groupes de nations. Tout ça fondé sur la bagarre, sur le leadership entre la Chine et les États-Unis. Et je trouve sur ce point-là que c'est très favorable pour l'Europe qui peut essayer de rebondir et se constituer. Et puis deuxième aspect, évidemment, qu'on va avoir une transition dont les éléments seront plus écologiques sans pour autant supprimer les quelques mines que nous avons, mais je ne les vois pas bien en France. Mais ce monde sera-t-il plus frugal, Jean-Hervé Lorenzi? Le fait qu'il y ait des prévisions de croissance en berne, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Ah non, moi je ne pense pas du tout que ce soit une bonne chose. Je pense que si vous voulez, on a en réalité un risque majeur, 2 risques majeurs. Un risque majeur qui est celui, en réalité, d'une perte d'emploi, j'allais dire, forte. Or, les gens, ils ont besoin d'avoir un emploi. Alors, je suis Aurélie pour... Moi, j'espère que ça marchera avant que je disparaisse de cette terre. Mais enfin, pour le moment, le problème, c'est quand même l'emploi. Et deuxième aspect, c'est qu'on a d'autres soucis. La technologie telle qu'on l'a, elle nous porte, en réalité, à avoir beaucoup d'emplois qui sont des emplois de services de qualité très faible. Et il faut essayer de faire que la croissance crée plutôt des emplois plus qualifiés que, en fait, la tendance. Une réaction rapide, Aurélie Trouvé. Oui, je rejoins d'abord tout à fait ce qu'il vient de dire sur la qualité des emplois et l'objectif de plein emploi, qui pourrait passer par ailleurs par le partage du temps de travail, mais c'est un autre débat. On a déjà essayé. Voilà, et on l'a déjà débattu par ailleurs. Non, je reviens sur l'énergie, c'est quand même un des premiers postes d'importation en valeur. Et aujourd'hui, le problème est que, par exemple, on multiplie des accords de libre-échange, dont celui avec le Canada, qui a précisément comme... Un des objectifs, c'est bien d'importer des énergies sales, notamment du pétrole issu de sable bitumineux. Donc oui, la question des importations en énergie fossile est posée, et notamment le fait de pouvoir à la fois jouer sur une efficacité, une sobriété énergétique qui demande là aussi des mesures publiques fortes. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et à 8h22, nous retrouvons nos invités pour évoquer les conséquences économiques du coronavirus. À l'origine, donc, vous avez une épidémie et à l'arrivée, qu'a-t-on? Une crise économique, soit, mais laquelle? Peut-on imaginer un scénario comparable à celui de 2008, voire à celui de 1929? Pour en discuter, nous sommes en compagnie d'Aurélie Trouvé. Vous êtes économiste et porte-parole d'Attaque. Et Jean-Hervé Lorenzi, vous êtes président du Cercle des économistes. Jean-Hervé Lorenzi, les bourses ont chuté. Est-ce que c'est important pour ceux qui n'ont pas d'action? D'abord, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des actions de manière directe ou indirecte. Je vous rappelle, quand vous avez de l'assurance vie, vous avez un petit bout d'action. Enfin, je veux dire, cette idée, cette vision sur laquelle les Français, il s'agit de nous tous, n'auraient pas d'action, est une vision un peu rapide. Premier sujet. Deuxième sujet, pour des pays comme les États-Unis. La baisse de la bourse est très très importante, tout simplement parce que c'est une partie du pouvoir d'achat des citoyens américains, puisque c'est beaucoup plus répandu que chez nous. Troisième aspect, évidemment que une crise financière qui
contrairement à celle de 2008, est une conséquence plutôt qu'un point de départ, joue sur la capacité des entreprises à pouvoir résister. Une entreprise, prenons le cas de notre champion national du transport aérien, qui évidemment est très frappé. Il se trouve que déjà, dans ses résultats, il n'est pas bon, ce qui est normal, il ne peut rien. Et en plus, ça dévisse. C'est vrai que c'est quand même très dangereux pour une entreprise. Donc attention à cette idée simple que les actions ne seraient réservées qu'à quelques privilégiés qui spéculeraient sur le dispositif. Alors Aurélie Trouvé, à contrario, a-t-on affaire à des signaux plus ou moins faibles qui peuvent laisser augurer d'une crise économique d'ampleur? J'entends par là, par exemple, les déboires d'un fonds vedette que seuls connaissent les spécialistes, H2O. C'est un fonds qui appartient à Natixis et ce fonds est aujourd'hui au bord du dépôt de bilan et précisément une crise comme 2008 a débuté avec des dépôts de bilan dans un endroit où on ne les attendait pas du tout, avec un secteur immobilier américain qui a provoqué une déflagration mondiale. Si je vous dis par exemple que ce fonds d'investissement, il est aujourd'hui dans une situation, disons, scabreuse, est-ce qu'on peut s'attendre à ce type de signaux faibles ? Oui, comme l'a dit Jean-Hervé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même type d'origine, quoi. C'est-à-dire que là, on a un choc exogène, entre guillemets, plus ou moins exogène en tout cas, mais on n'a pas, effectivement, ça ne vient pas du système financier même, comme c'était le cas avec la crise des subprimes, quoi. Mais si vous avez des fonds mais voilà, les conséquences, effectivement, ça risque d'être effectivement une crise financière et une crise économique, puisque ça a bien été dit. C'est-à-dire qu'une crise des marchés financiers peut s'étendre très bien, et ça sera certainement c'est déjà le cas d'ailleurs, au système économique, avec des effets sociaux très importants, notamment sur l'emploi. Et du coup, moi, j'en reviens surtout aux leçons à tirer de ça, et que peut-être on n'a pas assez tiré je dis peut-être, pour moi c'est sûr, de la crise financière de 2008, c'est-à-dire le fait alors ce qu'on dit à Attaque, c'est désarmer les marchés financiers. En tout cas, c'est aujourd'hui avoir des mesures de régulation publique fortes sur les marchés financiers qui permet, de définanciariser une économie de plus en plus financiarisée, et puis de restreindre fortement les activités les plus spéculatives et les plus risquées, et je dirais aussi, de réguler fortement le secteur bancaire. Et je pense notamment aux banques too big to fail, qu'on appelle too big to fail, trop grosses pour s'effondrer. Aujourd'hui, on voit qu'on a des très grandes banques, notamment, y compris françaises, qui notamment cumulent des activités à la fois d'investissement, d'affaires et de dépôt, et qui font peser des risques très importants, parce que si une de celles-là dévisse, il faudra forcément aller les sauver pour sauver le système économique. Donc nous, ce qu'on demande depuis maintenant des années notamment, c'est une séparation des activités de dépôt et d'investissement dans le système bancaire. Il y a d'ailleurs une directive européenne qui était prête, mais qu'a préparé notamment Michel Barnier, mais qui a été combattue notamment par les lobbies bancaires européens. Et oui, parce que Jean-Hervé et Lorenzi, on se rend compte finalement que l'assainissement de la finance n'a pas été fait complètement, j'utilise un euphémisme. On voit qu'il y a toujours autant de junk bonds, qu'il y a toujours autant de problèmes d'illiquidité. Est-ce que ça veut dire que finalement, la finance est dans une situation tout aussi précaire et tout aussi dangereuse que ce qui était sa situation en 2008? Non, parce que en 2008, juste pour vous montrer à quel point c'était quand même très compliqué, au tout début de 2007, c'est-à-dire le démarrage des affaires des subprimes, on a un chiffre qui est 40 milliards de créances douteuses dans le monde. Un an après, avant l'affaire de Lehman Brothers, on passe de 40 à 400 milliards de créances douteuses dans le monde. C'est-à-dire que ce qui donne d'ailleurs relativise le savoir économique, puisqu'on est quand même passé de un sens qui est quand même... Mais le système est globalement, j'allais dire, au fond, risqué. Pendant les 10 années qui viennent, c'est une petite différence que j'ai avec Aurélie, toute la partie du système bancaire traditionnel, c'est quand même un gros paquet, au moins la moitié, est très régulée. Et en fait, on va peut-être en dire un mot sur les mesures à prendre, est en réalité aujourd'hui surprotégée avec une régulation bancaire très forte et des obligations sur les bilans des banques qui sont très fortes. Et puis il y a tout un système qui est en dehors de celui-là et qui est peut-être 30-40% du système financier mondial et qui, lui, n'est pas régulé. Donc, si vous voulez, par rapport à il y a 10 ans, par 12 ans, il y a en réalité toute une partie j'allais dire, non pas la définanciarisation, mais de la régulation de la finance qui a été réalisée, j'allais dire, de manière très solide.
Et il y a toute une partie qui reste en dehors de la banque qu'on appelle shadow banking, qui est la partie qui, elle, n'est pas régulée. Alors, et voilà, c'est elle qui pose un problème. Et c'est elle qui pose un problème. Et on a dit, ça fait plusieurs années qu'on dit que le shadow banking, la banque de l'ombre, était une véritable épée de Damoclès sur le système économique, puisque, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que cela pèse uniquement sur les fonds d'investissement, ceux qui ont des actions. Est-ce que ça vous fait pas peur, Aurélie Trouvé? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déflagration? Vous avez bien raison, effectivement, de souligner aussi le secteur du shadow banking, toute cette partie encore moins régulée que le secteur bancaire classique, et même pas du tout d'ailleurs, et que les bourses, en gros. Et donc, moi, j'en viens du coup à ce qu'on pourrait faire. Et ce que nous, on demande depuis un certain temps, notamment... je sais que c'est une des mesures et qu'il en faudrait beaucoup d'autres, mais la taxe sur les transactions financières qui pourrait, y compris, agir sur des produits très spéculatifs, très risqués, avec des variations de taux de taxes en fonction de cette spéculation. En quoi pourrait-elle agir ? Parce qu'on pourrait mettre des taxes plus ou moins importantes suivant le degré de spéculation. Ça a été travaillé. Et puis il faut savoir, alors là j'insiste là-dessus, qu'il y avait un projet qui était prêt, une coopération renforcée entre plusieurs pays européens, dont la France, et c'est Emmanuel Macron qui a repoussé, en tout cas qui a remis à plus tard, je ne sais pas à quand, ce projet de taxe sur les transactions financières, malheureusement. Et puis une autre mesure, c'est celle du contrôle des capitaux, qui, y compris le Fonds monétaire international aujourd'hui met en avant, et puis la faculté, notamment en période de crise, de pouvoir supprimer, en tout cas interdire les activités les plus spéculatives et les plus risquées. En 2007-2008, l'Allemagne l'a fait sur certaines opérations, d'ailleurs la France ne l'avait pas fait à l'époque. Jean-Hervé Lorenzi. Oui, c'est ce qui me sépare d'Aurélie sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, puisque la Banque centrale se réunit, tout le système bancaire est très régulé et a des tas de contraintes sur la capacité de prêter de l'argent. Or, moi, notre sujet, mais ma position est celle de dire il faut par tous les moyens éviter que le système bancaire ne soutienne pas des entreprises qui vont être en difficulté. D'où l'idée assez simple que par tous les moyens, il faut qu'on arrive à libéraliser un peu les dispositifs, un peu alléger les contraintes mises sur le système bancaire de manière à ce qu'elle prête de l'argent. Le seul sujet, c'est que le système bancaire soit au rendez-vous d'une période dans laquelle il y aura des milliers d'entreprises qui vont se trouver en difficulté de trésorerie. Mais alors ça tombe mal quand même, Jean-Hervé Lorenzi, parce qu'on le dit depuis quelques mois, on dit que avec le niveau des taux, on n'a plus grand-chose sous le pied, et notamment Donald Trump. S'il s'agissait de traverser une crise dans la configuration actuelle, on serait dans une situation assez compliquée parce qu'on n'aurait pas les moyens, avec le niveau des taux actuels, de réagir. Que fait-on aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas les taux d'intérêt. Le sujet, c'est, d'arriver à faire ce que les banques déposent à la Banque Centrale Européenne, qu'on allège ce que ça leur coûte. Simplement parce que ça va les aider à prêter de l'argent. Et puis, les taux sont déjà extrêmement bas, voire négatifs. Non, les réserves, ce que les banques déposent, sont obligés de déposer à la Banque Centrale Européenne, ils sont obligés aujourd'hui de le payer puisque c'est rémunéré à un taux négatif. Donc, il faut essayer d'améliorer ça. Deuxième sujet, moi, toute mon idée, c'est il faut que le système bancaire ne lâche pas l'économie, en tout cas l'économie française et européenne. Deuxième aspect, dans les obligations, les contrôles qui ont été mis de manière très efficace depuis 2008, parce que moi, l'idée qu'on n'a rien fait me paraît toujours un peu curieuse. Il y a des tas de contraintes sur la capacité du système bancaire de prêter de l'argent, parce que les créances douteuses, parce que ceci... Enfin, je ne veux pas vous détailler tout ça. Il faut, pour une période courte, mais passer cette période, tout simplement parce que c'est le sort de milliers d'entreprises qui vont se jouer. Juste un mot, en France, en 2008, la réalité de ce qui a été fait pour aider la trésorerie des banques a été formidable. Il y a eu, je crois que le calcul a été fait, des milliers de milliers d'entreprises qui ont été sauvées, et il y a eu un petit calcul qui a été fait par des économistes qui disent que plusieurs dizaines de milliers d'emplois ont été sauvés. C'est ça le sujet d'aujourd'hui et de demain. Alors moi, la
la transaction financière, on en reparlera peut-être de telle ou telle manière, mais j'ai réuni un accord aujourd'hui sur ce sujet-là, il y en a pour 2 ans. Mon sujet, c'est ce qui va se passer aujourd'hui, demain et après-demain. Mais justement, Aurélie Trouvé, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? On a donc des entreprises qui, aujourd'hui, risquent de faire défaut. Un hôtelier dans le Morbihan, que l'on a évoqué tout à l'heure, il n'a plus de clients, il est obligé de fermer, il n'a pas la trésorerie suffisante. Il va emprunter de l'argent, cet homme? Du coup, oui, il faut qu'il puisse, en tout cas, passer l'orage, entre guillemets. C'est ce que dit Jean. Concrètement, comment va-t-il le passer? Alors, concrètement, comment faire? Effectivement, il faut que le système bancaire soit mis au service, notamment des petites et moyennes entreprises qui vont être les plus en difficulté parce qu'elles n'ont pas cette trésorerie pour passer l'orage. Et notamment, il faut l'espérer que la Banque Centrale Européenne fonde vraiment sa politique là-dessus. On va avoir des annonces dans quelques heures. Qu'il y ait vraiment, notamment, une politique monétaire fondée sur l'aide aux petites et moyennes entreprises, en passant par le système bancaire, qu'on appelle intermédiaire, pour pouvoir aider notamment ces petites et moyennes entreprises. Effectivement, vous avez raison, il faut parler des mesures immédiates. Et moi, je me permets quand même de rajouter, parce que beaucoup a été dit sur comment aider les PME et le patronat de manière générale. Je me permets aussi de parler des salariés, parce que là, on a déjà des milliers et des milliers, mais pour l'instant, c'est encore relativement limité, de salariés mis en chômage partiel. Je pense qu'une des premières mesures, c'est de pouvoir maintenir leur salaire avec une compensation par l'État. Ça veut dire aussi que l'État va devoir mettre un budget. Ça veut dire aussi peut-être que le carcan budgétaire des 3% de déficit annuel imposé par Bruxelles puisse être levé. Ça, il faut l'espérer. Et puis, j'ai envie de dire aussi, et ça, c'est une demande forte de l'ensemble des syndicats de salariés aujourd'hui, une suspension de la loi d'assurance chômage, dont le 2e volet va s'appliquer au 1er avril et qui va avoir des conséquences dramatiques pour un certain nombre de personnes en CDD, intérimaires, etc., qui vont par ailleurs être la première variable d'ajustement des entreprises. Ça va être la double peine pour eux. Donc il faut absolument aussi que le gouvernement suspende à minima cette loi. Bon, moi, je serais pour la supprimer, mais déjà la suspendre. Jean-Hervé l'aurait dit, c'est vrai que ça tombe mal, puisque on était dans une période où le chômage diminuait. Il n'y a-t-il pas une obligation, cette fois-ci, de revoir à la fois la situation et les mesures? Je crois que ce gouvernement, comme d'autres, qui est composé de gens, on peut être d'accord, pas d'accord politiquement avec eux, mais qui sont quand même des gens très raisonnables, ils ont absolument tout ça en tête. Alors c'est quoi? C'est 1, repousser toutes les cotisations sociales. 2, je suis d'accord avec ce qu'a dit Aurélie, il faut améliorer le sort du chômage partiel, ce que font très bien les Allemands, puisque c'est leur politique de base, et il faut ça marche absolument... Comment, le chômage partiel? Comment ça marche, justement, en Allemagne? Le chômage partiel, vous pouvez mettre les gens en chômage partiel. On paye 70%, l'entreprise les paye à 70%, il faut s'arranger pour que ce soit plutôt 100%. Et il y a remboursement de la part de l'État. C'est en ça que l'État joue un rôle absolument majeur. On évite ainsi des licenciements. On évite les licenciements et on part du principe, qui est une bonne manière rigoureuse de réfléchir, qu'il y a un temps limité sur lequel l'orage se fait sentir et que après ça redémarre et que donc il faut absolument éviter que les dégâts des jours qui viennent finalement empêchent une reprise favorable. Il faut évidemment pousser le système bancaire à être extrêmement cool, on va dire, sur tout ce qui sont les problèmes de prêts et de créances un peu délicates pour les entreprises. Évidemment, ce sont les PME. Un petit restaurant qui aujourd'hui n'a plus de clients, c'est clair qu'il n'a plus de revenus, etc., etc. Et je pense qu'objectivement, le gouvernement est très lucide sur cette affaire-là. En plus, on a une très bonne tradition, puisque je le rappelle, en 2008, c'était le président Sarkozy, mais ça a été, à l'époque, il y avait une structure publique qui s'appelait Oseo, qui est devenue depuis la BPI, et Oseo, à la barbe de Bruxelles, parce que Bruxelles, là, il y a quand même quelques individus compliqués, à la barbe de Bruxelles, a sorti plusieurs milliards d'euros pour financer la trésorerie des banques. Donc, dans cette affaire, tout le monde, notamment en France, est de bonne volonté. On n'est pas les rigoureux des rigoureux. On n'a pas envie que ça se termine mal. Personne n'en a envie dans ce pays, sauf peut-être... non, d'ailleurs, personne. Aurélie Trouvé, à contrario, on a parlé d'une possibilité de voir ce que la décroissance faisait avec, pour certains, un aspect positif là-dedans.
La contradiction avec la période actuelle, c'est que les prix de l'énergie sont en train de diminuer. Je parle de l'énergie fossile. Est-ce que vous n'allez pas être face à un dilemme ? C'est-à-dire ? Eh bien, dès lors que le pétrole diminue, dès lors que celui-ci est moins cher à utiliser, est-ce que la question donc de décarboner l'économie ne va pas être reportée à plus tard ? Alors d'abord, nous, quand on parle de décroissance, c'est de la décroissance matérielle et énergétique, parce que vous voyez bien qu'on arrive aux limites physiques de la planète. On l'a dit, il faut absolument diminuer à l'échelle globale et en particulier dans les pays riches notre consommation matérielle et énergétique. Je précise tout de même qu'évidemment, il y a tout un tas de gens qui sont dans une grande précarité, notamment énergétique, qui n'ont pas de quoi se chauffer. Donc, il ne s'agit pas de diminuer pour tout le monde la consommation matérielle et énergétique, mais globalement, à un niveau national, de diminuer cette consommation, effectivement, cette fameuse décroissance matérielle et énergétique. Sur la question des coûts du carburant, ça renvoie au débat qu'on avait sur la taxe carbone, si vous voulez. Est-ce qu'il faut rendre plus cher l'énergie ? Je pense qu'il faut surtout en passer, je le disais, par des mesures, notamment un développement massif des transports en commun, qui, moi, je pense, devrait être gratuit. C'est fait aujourd'hui dans plusieurs villes et pays, et il faut le faire. Il faut passer aussi par une relocalisation de l'activité, notamment des services publics, les commerces de proximité, qui évitent aussi que les gens aient à se déplacer, est une contrainte de déplacement, relocalisation aussi des emplois, qui leur évite de faire 40 bornes chaque aller et retour chaque jour, pour certains, et donc d'inciter les personnes par toute une politique à moins se consommer finalement et ne pas en passer par, je dirais, une augmentation des coûts de l'énergie qui aurait des répercussions en particulier sur les plus pauvres, puisque ceux qui ont les coûts les plus importants de carburant dans leur budget, en fait, ce sont en fait les plus précaires, quoi. Donc évidemment, là, il y a une question aussi de justice sociale à travers cette question des coûts du carburant, et ça doit passer par des politiques publiques fortes qui, au contraire, agissent plutôt via les services publics et une socialisation quelque part des richesses. Chaque pays est en train d'annoncer des stimuli pour l'économie. Le Royaume-Uni, par exemple, annonce qu'il va consacrer 12 milliards de livres pour stimuler l'économie. Est-ce que ces montants sont suffisants, Jean-Hervé Lorenzi ? Non, mais démarrons par ce qui est le plus stupéfiant. Alors j'espère que ça va changer, moi je suis un optimiste, mais le fameux plan de 25 milliards annoncé hier pour l'Europe, pour les 27 pays, 25 milliards divisé par 27, je vois ce que ça donne. Je rappelle juste que, par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, la France et le gouvernement français a mis 17 milliards sur la table. Vous imaginez 25 milliards pour 27 pays, c'est évidemment une plaisanterie, d'autant plus que ce sont des fonds qui sont simplement réalloués. C'est une partie des fonds qui, je crois, pour 8 milliards, étaient non utilisés parce que c'est trop compliqué. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on n'est pas du tout à la hauteur du sujet. Là, on passe du très court terme, comme on l'a évoqué il y a un instant sur le système bancaire, au fond, la reprise d'activité à moyen terme, et puisque ça peut pas se faire du jour au lendemain, et c'est les ordres de grandeur de ce qu'il faut au niveau de chacun des pays, c'est évidemment plusieurs dizaines de milliards d'euros. Je pense que la France mettra à un moment 10, 20, 30, 40 milliards d'euros. Donc, et on peut imaginer qu'au niveau de l'Europe, ce soit 10 fois plus que ce qui a été envisagé. Les chiffrages par rapport à une crise qui risque d'être extrêmement difficile, c'est évidemment en centaines de milliards d'euros qu'il faut poser le problème et pas en cette affaire de 25 milliards. L'Italie a sorti 20 milliards hier, je crois, entre quelques mesures. Vous l'avez rappelé, une dizaine de milliards pour la Grande-Bretagne. Tout ça, c'est des ordres de grandeur de départ. Comme vous savez, c'est souvent développé. Donc, à l'évidence, pour le moment, l'ordre de grandeur de ce qu'on met sur la table pour essayer de maintenir l'activité, la redévelopper et donc ne pas aller en décroissance, et surtout pas des croissances non volontaires, il faut évidemment mettre suffisamment d'argent sur la table. Aurélie Trouvé, qu'en pensez-vous ? Oui, sur les mesures d'urgence, effectivement, il va y avoir besoin, je le disais tout à l'heure, moi je crois que le carcan budgétaire des 3% ne pourra pas tenir là. Bon, mais en tout cas, il va y avoir besoin de mesures de relance budgétaire. Vous l'avez dit, les aides aux entreprises, et notamment aux petites et moyennes entreprises, les aides sociales, les compensations sociales, notamment auprès des salariés, on l'a dit tout à l'heure, par exemple pour ce qui concerne
concerne le chômage technique. Mais par exemple, si on a des fermetures d'écoles, il va se poser aussi des questions de justice sociale, c'est-à-dire la capacité pour les parents par exemple, il faut qu'on puisse leur payer les gardes d'enfants. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Ou alors qu'ils puissent quand même être payés comme salariés, même s'ils restent à la maison pour garder les enfants. 40% de télétravail, voilà. c'est bon. Et oui, mais enfin, en télétravail, on ne garde pas forcément les enfants. C'est compliqué de faire du télétravail et de garder les enfants. Essayez, bon. Et dernière chose, les hôpitaux. Pas les garder par télétravail. Les hôpitaux, vraiment, il faut écouter, il faut répondre aux besoins urgents des hôpitaux. Et là, il va y avoir besoin de moyens budgétaires très importants. Il ne faut pas lésiner, je disais. La vie valent plus que nos profits. Il faut absolument y répondre immédiatement. Au-delà de la formule, la vie vaut plus que... Jean-Hervé Lorenzi. Oui, au-delà de cette formule. Tu n'aimes pas cette formule. Ma chère Aurélie, en réalité, il y a une urgence, c'est celle de payer. Mais c'est déjà évoqué. Mais tout le problème est après un ordre de grandeur. On peut mettre 1 ou 10. Mais il faut évidemment, j'allais dire, remonter à toute allure les heures supplémentaires du personnel hospitalier qui va être... j'allais dire submergé de boulot, et il faut en profiter de manière évidente, non pas tant pour repartir sur la décroissance, que d'essayer de réformer, de rebooster le système hospitalier qui est effectivement en difficulté. Donc j'allais dire, à toute chose malheur est bon, il y a peut-être un moyen aussi de remettre des dossiers qu'on n'arrivait pas à faire évoluer, à les remettre sur la table et les faire évoluer. Un mot de conclusion, Aurélie Trouvé. Juste pour dire que voilà, ce capitalisme, je disais, financiarisé, mondialisé, on voit qu'il fait face à de multiples crises. Mais enfin, on a vu les crises financières, les crises migratoires, la montée des autoritarismes et aujourd'hui la crise du coronavirus. Voilà, et il faut espérer, alors évidemment à court terme, il faut des mesures immédiates, mais voilà, il faut espérer aussi qu'on en tire des enseignements pour la suite et que on construise aussi un autre système monde qui permette de répondre aux besoins humains. Un mot de conclusion. La première, c'est que, évidemment, je pense que la crise est beaucoup plus importante que ce qu'on avait pensé au début. Donc, il ne faut pas se tromper sur l'ordre de grandeur. Deuxième sujet, l'affaire du prix du pétrole et la bagarre, en réalité, dans une association curieuse entre l'Arabie Saoudite, la Russie contre les États-Unis, c'est très important, c'est très majeur. Pourquoi ? Troisième point, parce que derrière tout ça, c'est le multilatéralisme qui avait déjà explosé, qui va continuer à exploser, et dès la réélection ou non de Trump, on risque d'avoir vraiment une année 2021 qui soit une année de tension extrêmement forte. Jean-Hervé Lorenzi, Aurélie Trouvé, merci de nous avoir éclairés sur votre vision des conséquences économiques du coronavirus.